Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme du jour. D'abord, 2 femmes à l'honneur aujourd'hui dans notre focus. Elles ont inventé un service de colis réutilisable plus d'une centaine de fois et qui nous permet de commander en ligne sans générer de déchets. Ben oui, c'est possible. On découvre le portrait des fondatrices d'Ipli dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech et Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Lisa. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, on va parler de l'ONU qui veut réguler sur l'IA. Eh ben, on en parle dans un instant. Et puis, on va plonger aussi au cœur de l'actualité tech aujourd'hui en vous proposant 2 sujets. D'abord, une première partie d'émission consacrée à l'IA avec la création toute récente du premier secrétariat d'État français dédié à l'intelligence artificielle et au numérique. On parlera aussi, vous allez voir, de l'impact croissant de l'IA conversationnelle sur la nouvelle génération et des craintes qu'elle suscite aux États-Unis. Et puis, en deuxième partie, on va parler du grand succès de l'e-sport en France. On en parle avec nos experts et notamment Alexandre Azria. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Soyez bienvenue dans l'émission que vous connaissez par cœur, expert, je le rappelle, en nouvelles technologies, en intelligence artificielle, fondateur de Le Croissant AI. Et puis bien sûr Lisa qui va participer avec nous à ces échanges. On en parle tout de suite juste après le focus. Emballer, envoyer, recevoir, déballer ou encore jeter. Et si nous changions une de ces étapes qui nous contraint à gaspiller lors de nos achats sur Internet? C'est en tout cas l'idée écologique et plutôt bien pensée, je dois dire, d'Anne-Sophie Raoult et Léa Gott, les créatrices de l'entreprise Ipli. Jean Martineau revient sur leur parcours et leur histoire tout de suite. Ipli, c'est né au-dessus de ma poubelle jaune alors que j'entassais des colis en carton. Ça m'a vraiment donné envie de réagir, d'autant plus que je commandais sur Internet pour y trouver des marques qui faisaient évoluer la façon dont on produisait des vêtements. Et je trouvais ça dommage finalement que ce message il n'aille pas au bout et qu'on reçoive ces vêtements bien produits localement, dans des cartons trop grands, dans des cartons mal adaptés, et que moi je devais jeter et je continuais à entasser au fond de ma poubelle. Combien de colis avez-vous reçus le mois dernier ? Si vous vous posez la question, c'est que vous avez probablement dû engendrer beaucoup de gaspillage de papier, carton ou autres déchets lors de vos derniers e-achats. C'est là que nos habitudes pourraient changer avec la création de Ipli, le premier colis réutilisable 100 fois inventé en 2020 par 2 Avraises. On a conçu un colis réutilisable qu'on livre en lot aux e-commerçants qui les utilisent comme ils utiliseraient des cartons pour emballer les commandes des particuliers. À réception de leurs commandes, ces particuliers vont récupérer leurs marchandises et replier notre Ipli pour pouvoir le poster dans n'importe quelle boîte aux lettres pour qu'il revienne jusqu'à chez nous, au Havre, où notre deuxième métier en fait, va se mettre en route, qui consiste à réparer, nettoyer, désinfecter, reconditionner les colis pour qu'ils repartent vers une nouvelle vie. Les 2 cofondatrices se sont connues lors de leur précédent travail et ont échangé sur leurs envies de changer les choses écologiquement. Léa a donc parlé de son projet et rapidement, elles se sont lancées. Aujourd'hui, plus de 350 000 colis circulent avec plus de 350 marques qui ont adopté le concept. Les difficultés principales résidaient dans le contexte réglementaire et finalement les habitudes. On a l'habitude de voir un emballage e-commerce comme quelque chose de jetable et de le jeter dans la poubelle jaune sans trop y penser. Et on a travaillé avec l'ensemble des acteurs du e-commerce, que ce soit des marques, des transporteurs, La Poste, Iteo. Allez, autre chose maintenant. On va parler tout de suite d'une véritable révolution au sein du gouvernement français. La création pour la première fois d'un secrétariat d'État entièrement consacré à l'intelligence artificielle et au numérique. À la tête de ce nouveau portefeuille, Clara Chapaz, une figure bien connue du secteur de la tech pour son travail notamment à la mission French Tech. Alors pourquoi un tel secrétariat est-il nécessaire aujourd'hui et que va-t-il changer concrètement pour le développement de l'IA en France? On pose la question à nos experts tout de suite dans la première partie du talk. On va commencer par la base. D'abord, pourquoi la création d'un secrétariat d'État, Lisa, oui c'est ça, dédié à l'intelligence artificielle, et pourquoi c'est si important pour la France aujourd'hui? Alors parce que c'est un sujet que la France met quand même sur un piédestal depuis quelques années. On a de gros investissements, notamment depuis le 2018. On a une feuille de route bien établie avec un plan à 3 milliards d'euros pour la recherche, pour les capacités de calcul, pour le développement dans tous les secteurs de l'économie
l'économie avec de l'IA. Donc, il y avait un besoin effectivement de peut-être redonner un cadre à tout ça. Voilà, c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce secrétariat data n'est pas rattaché au ministère de l'économie et des finances, mais de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui montre aussi qu'effectivement, l'IA est devenue une priorité pour le gouvernement. Merci Lisa. Je me tourne vers vous maintenant, Alexandre. Clara Chapaz, on l'a dit, elle a été nommée à la tête de ce secrétariat. Pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus sur son parcours et pourquoi elle est particulièrement qualifiée sans doute pour ce poste? Évidemment, Clara Chapaz est une figure un peu emblématique de la French Tech. Elle est passée par les bancs de l'ESSEC et de Harvard. Elle a ensuite fait ses classes chez Vestiaire Collectif, qui est quand même une des startups les plus reconnues en Europe, où elle était, si je ne dis pas de bêtises, Chief Business Officer, donc rattachée à l'équipe business de cette entreprise. Et après, elle a pris la direction de l'équipe French Tech. De la mission French Tech, si je ne dis pas de bêtises aussi. Et là, elle a pu mettre en place pas mal de choses, que ce soit d'un point de vue étatique ou non. Et je sais qu'elle travaille énormément aussi avec Roxane Varza, qui est la présidente de Station F. La directrice, oui, la directrice de Station F. Donc incubateur, plus grand incubateur de start-up en Europe. Oui. Avec ça, effectivement. Donc elle qui a été créé par Xavier Niel, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Exactement. Alors l'IA est souvent perçue aussi comme une technologie complexe, parfois inquiétante. On le rappelle souvent ici d'ailleurs. Elle soulève des enjeux majeurs, Lisa, en termes de régulation. Et la France devra jongler avec toutes ces questions aussi, tout en cherchant à rester compétitive au niveau international. C'est un sacré défi, non ? C'est un sacré défi, d'autant qu'on a eu de gros règlements qui ont été mis en place il y a peu de temps. Donc, tout ce qui est DSA, DMA et les Act, bien évidemment. Parce que je précise pourquoi je parle du DSA et du DMA, c'est que effectivement, avec l'effet d'annonce autour de ce secrétariat d'État de l'intelligence artificielle, on se centre un petit peu plus sur ce sujet-là, mais elle a encore aussi d'autres prérogatives qui restent liées au numérique. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question, pourquoi avoir absolument détaché l'IA du numérique, en sachant que on a plein de sujets dans le numérique qui méritent aussi d'être mis en avant. Je suis pas sûre que la cybersécurité, par exemple, soit moins importante que l'intelligence artificielle. Voilà, donc elle a énormément effectivement de projets qui l'attendent, de très très gros dossiers, et je pense que ça va être ses occupations des prochains mois, sachant que sa prédécesseur n'a tenu finalement sur ce poste que 7 mois. Là, elle reprend plein de dossiers qui sont en cours et avec toutes les difficultés. Logique européenne sur l'AI. C'est-à-dire qu'on a vu l'AI Act, et en fait, le principal objectif sur l'IA, c'est qu'on ne peut pas s'engager seul en tant que juste État français. On doit être en tant que nation européenne sur ce sujet-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on met un point d'honneur sur l'IA. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on ne l'a pas appelé secrétaire général du numérique et de l'intelligence artificielle, mais l'inverse, de l'intelligence artificielle et du numérique. Donc je trouve que c'est assez intéressant aussi. Pour vous, c'est une affaire de communication, le fait, justement, comme disait Lisa, de détacher l'intelligence artificielle du numérique ? C'est une affaire de communication et plus profondément, je pense, de régulation. Comme a dit Lisa assez justement, on le voit d'ailleurs pour prendre une actu assez récente. Apple qui fait une annonce de son Apple Intelligence, mais qui n'est pas encore opérationnel en France et en Europe pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des raisons réglementaires. Donc on voit qu'il y a un sujet de souveraineté européenne, notamment on l'a vu avec Mistral AI qui a été créé en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Donc on est sur un sujet en mouvance, on doit agir en tant que nation européenne, et je pense que ça rentre un peu dans cette logique. Clara Chapaz aussi, ça n'aura échappé à personne, c'est une femme. Elle s'est engagée depuis longtemps à promouvoir davantage de femmes dans la tech, secteur encore très masculin. Est-ce que sa nomination, c'est aussi tout un symbole ? Alors, je ne sais pas si c'est un symbole, parce qu'il y a déjà eu des femmes. Déjà, on prend juste sa prédécesseur qui était une femme. Et sur les 13 secrétaires d'État du numérique, ou plus généralement des télécoms, qui existent depuis les années 90, puisque le premier, c'était François Fillon, avec Juppé en tant que ministre. Des femmes, il y en a eu. Donc, forcément, oui, ça a un poids de mettre une femme à ce poste-là, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait eu une volonté politique propre de choisir une femme. Là, aujourd'hui, on a choisi Clara Chapaz, je pense, pour ses compétences et par le fait qu'elle soit très identifiée, en fait, dans l'écosystème. Voilà, exactement. Sachant que ce qu'on peut peut-être
ce sur quoi on peut plus s'interroger, c'est sur le profil qui a été choisi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, on a plus eu des secrétaires du milieu du business ou plutôt des technocrates. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de secrétaire d'État au numérique qui viennent purement du milieu technique ou scientifique. Et c'est là que ça peut interroger. Voilà. Vous partagez cet avis, Alexandre ? Oui. Et surtout qu'elle va naviguer sur un sujet qu'elle connaît à la perfection, les startups. Elle bosse là-dedans depuis des années maintenant. Donc je pense que ça va être aussi un point très positif pour nous et pour l'écosystème français, parce qu'on parlera avec quelqu'un un peu de la même manière qu'on a un ministre de la Santé qui est médecin, et là on parle à quelqu'un qui fait partie du monde des startups. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant pour le coup. Ça change tout, effectivement. Alors si on essaie de se projeter rapidement dans l'avenir, comment vous imaginez l'impact justement de l'intelligence artificielle, du numérique aussi sur notre société dans les 10 ou 20 prochaines années, avec justement l'investissement que semble mettre le nouveau gouvernement sur ces deux sujets-là ? Est-ce que vraiment ça va insuffler une dynamique ? Je pense que ça va insuffler, de toutes les façons, on le voit actuellement. Maintenant, de quelle façon, d'un point de vue un peu plus étatique, je pense qu'on va peut-être voir des nouvelles approches, c'est-à-dire, pourquoi pas, si on veut refaire son passeport, appeler directement une IA qui va nous prendre un rendez-vous, ce genre de choses. Je pense qu'on va aller sur ce genre de sujet-là, avec des modèles souverains. On en a en France qui est Mistral AI. Oui. Ils ont sorti il n'y a pas longtemps un modèle multimodal. On peut se dire que ça rentre aussi dans cette mouvance-là. Donc je pense qu'on va avoir une facilitation peut-être des sujets de renouvellement de passeport ou sur les impôts ou ce genre de choses, quoi. On va passer à un autre sujet, toujours concernant l'intelligence artificielle. Merci à tous les deux. L'IA va-t-elle devenir la meilleure pote ou la prochaine addiction des jeunes ? C'est en tout cas la question qu'on peut se poser quand on voit le succès des intelligences artificielles conversationnelles, et notamment aux États-Unis, et qui est à l'origine, vous allez le voir, de nombreuses inquiétudes. Je vais commencer par vous, Alexandre, parce que par intelligence artificielle conversationnelle, on entend des solutions qu'on appelle Replica, Character AI ou My AI sur Snapchat. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur leur fonctionnement, d'ailleurs, pour commencer ? Bien sûr, elle fonctionne de la même façon que vous pouvez utiliser Mistral AI, ChatGPT ou autre, c'est-à-dire que c'est des interfaces conversationnelles où vous allez pouvoir discuter avec une IA de manière très fluide et naturelle. Le petit côté différenciant, c'est que sur Character AI, vous pouvez parler aussi avec des personnalités, donc avec des gens qui prennent la voix de Mark Zuckerberg, de LeBron James au basket, ce genre de choses. Donc c'est assez marrant pour les enfants surtout. Et pour le coup, sur Snapchat, c'est une nouvelle fonctionnalité qui ont sorti il y a un peu moins d'un an, qui est le fait de pouvoir parler comme si vous parliez à un ami, lui envoyer des Snapchats. Il est capable de vous répondre, d'engager une discussion avec vous. Donc ça, je sais de sources sûres que ça aide aussi à lutter contre la solitude pour les enfants. On a tendance, mais c'est aussi le penchant négatif, ça veut dire qu'on commence à parler à des IA pour se sentir moins seul. Donc c'est un peu le jeu auquel on se trouve en ce moment actuellement. Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. Lisa, comment on explique cet engouement massif pour les IA conversationnelles ? Est-ce que c'est pas un peu triste aussi ? Est-ce que c'est plutôt une mode ou le signe d'un besoin profond d'un autre type de compagnie, notamment de compagnie virtuelle ? Je pense que déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. En fait, l'IA, ça a toujours quand même un petit peu passionné dans la pop culture, dans la littérature et dans la culture d'ailleurs de manière générale. Ouais. Ce côté d'avoir une IA qui peut prendre une forme humaine. Voilà, ça a toujours passionné. Il y a eu plein de livres, plein de films sur le sujet. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on y arrive, qu'on a cette espèce de glissement du domaine de l'imaginaire vers le réel, forcément, il y a un engouement qui suit. Voilà, cette idée d'enfin pouvoir parler avec une IA qui nous répond. Après, en revanche, sur le côté solitude, je pense qu'effectivement, ça répond à un besoin. Par exemple, si on prend le cas spécifique je crois que c'était Character AI, pardon. On a un étudiant qui avait créé justement un avatar d'un psychologue. Et effectivement, ça a eu un retentissement assez important puisqu'il avait été créé fin novembre 2023. Et en mai 2024, selon le média Actu AI, on a eu plus de 95 millions de messages qui ont été adressés à ce psychologue virtuel. Donc je pense que ça répond à un besoin. En revanche, je pense aussi que les jeunes ont conscience
malgré le fait qu'on n'ait pas une éducation numérique encore assez importante pour bien borner les choses, je pense que le jeune public a tout de même conscience du fait qu'une IA ne peut pas remplacer des échanges humains. Et c'est d'ailleurs ce qu'a pu démontrer le quotidien 20 minutes grâce à son panel Moi Jeune, et qui s'adressait donc aux 18-30 ans, puisque 9 personnes sur 10 estiment que dialoguer avec une IA, effectivement, ne vaudra jamais un échange humain. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on parle des 18-30 ans. Donc, c'est des gens qui n'ont pas vécu avec ces IA depuis leur jeune âge. Moi, ce que je vois, c'est que je vois des gens qui ont entre, on va dire, 8 et 18 ans, qui sont des gens qui, eux, naviguent avec l'IA depuis quelques années maintenant, qui ont aussi vécu une période assez compliquée avec la pandémie. Donc, je pense que ça n'a pas aidé. Et à mon avis, moi, je pense que ces jeunes-là sont plus enclins à parler à des IA de manière très fluide et hyper naturelle. Les applications, d'ailleurs, comme Replika, ont restreint même certaines fonctionnalités, et notamment ce qu'elles appellent les fonctionnalités romantiques, en raison des attachements excessifs observés. Le risque, en fait, c'est que ça devienne effectivement une drogue. Une drogue, je ne sais pas, mais en tout cas avoir une relation de la même manière qu'en 1500-1600, on avait des relations épistolaires, on pourrait très bien avoir des relations... Le parallèle est intéressant. Ouais, avec une IA, on a vu le film Her qui est sorti il y a quelques années maintenant, on se retrouve exactement dans la même situation là. Montée de cas d'addiction aux IA conversationnelles, on peut effectivement, et il faut distinguer une utilisation saine d'une dépendance. Bon, merci en tout cas à tous les deux pour ce sujet sur l'intelligence artificielle. On va évoquer dans un instant le sujet du succès de l'e-sport en France, mais d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos experts aujourd'hui, Alexandre Azria et Lisa de Bernard. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place justement à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech.
Lisa, la course à l'intelligence artificielle dont on vient de parler n'a de cesse d'accélérer ces derniers mois, traînant dans son sillage son lot d'interrogations, notamment en matière de sécurité. Alors comment se prémunir contre les risques de l'intelligence artificielle? Comment construire aussi une IA sûre pour tous? Et dans quelle mesure les nations peuvent-elles ou même doivent-elles travailler ensemble? Un groupe d'experts de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, s'est interrogé et a publié très récemment un rapport plaidant notamment pour la mise en place d'un certain nombre de mesures. C'est un dossier de taille dont vous allez nous parler là aujourd'hui, Lisa. Dites-nous tout. Ne pas abandonner l'intelligence artificielle aux caprices du marché, faire en sorte que le monde ne soit pas pris par surprise face au développement ultra rapide de l'IA. Voilà les mises en garde sur lesquelles se fonde ce rapport. Philippines, 40 personnes issues du secteur des technologies, du droit, de la protection des données se sont réunies pendant près d'1 an à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ils et elles se sont penchés sur la manière dont l'intelligence artificielle se développe depuis quelques mois, voire même depuis quelques années. Et ce qui leur sort, c'est avant tout les inégalités de développement de cette technologie, à savoir qu'à ce jour, sur les 193 pays qui constituent les Nations Unies, seuls 7 d'entre eux se sont pleinement emparés du sujet et dominent de ce fait le secteur de l'IA. Mais 7 pays, Philippines, ce n'est rien finalement en comparaison des 118 autres qui sont totalement absents de la course. Ça, c'est sûr, effectivement. Des disparités aussi qui se vérifient, Lisa, principalement du côté des pays du Sud. Mais alors que propose concrètement ce comité d'experts? Eh bien, la proposition la plus marquante, c'est celle de la création d'un groupe international scientifique sur l'intelligence artificielle, exactement sur le même modèle que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Et par ce biais, eh bien, des scientifiques pourraient rendre des rapports réguliers sur l'état des lieux de l'intelligence artificielle. Grâce à ce GIEC de l'IA, ils pourraient à la fois répertorier les risques émergents comme la désinformation, les deepfakes, l'utilisation criminelle de l'IA. Ils pourraient également identifier les secteurs dans lesquels des recherches supplémentaires sont nécessaires. Et enfin, il pourrait cibler l'application de l'IA comme dans des secteurs comme le développement durable, la lutte contre la pauvreté ou la famine, ou encore l'égalité des genres. Alors, je crois que c'est pas tout, Lisa. Non, effectivement, il y a d'autres mesures qui ont été mises sur la table, puisque ces 40 experts plaident pour qu'un dialogue politique intergouvernemental soit mis en place de manière régulière et pour la création également d'un fonds d'aide pour les pays les plus en retard. En revanche, l'idée d'une agence internationale de gouvernance à proprement parler, elle a été évacuée, je crois. C'est ça, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Tout à fait, c'était une suggestion d'Antonio Guterres, créer une agence internationale semblable à celle de l'énergie atomique, l'AIEA, mais l'idée n'a pas convaincu les experts qui préfèrent une structure plus légère au sein du secrétariat de l'ONU. À ce stade, l'IA, selon eux, ne représente pas un risque assez important en matière de sécurité pour mettre en place ce type d'institutions qui sont quand même assez lourdes. En revanche, ils ont tout de même modéré leurs propos en précisant qu'en fonction, bien évidemment, de l'évolution de ces technologies et de leurs applications, cela pourrait être repensé à l'avenir. Merci beaucoup, Lisa. On va continuer de suivre tout ça dans les prochaines semaines avec vous. Merci. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk, toujours avec nos experts. Lisa, bien sûr, Alexandre Azria aussi. Et pour cette deuxième partie de débat, on va parler de l'e-sport et de sa montée en puissance en France. L'e-sport, sport électronique, ce sont, Alexandre, des compétitions de jeux vidéo organisées souvent à un niveau professionnel. Elles attirent des millions de spectateurs. De quels jeux concrètement on parle, Alexandre ? On parle de pas mal de jeux, alors notamment là ce qui fait face, moi j'ai entendu FIFA qui a explosé sur l'e-sport, donc en fait c'est des compétitions de la même façon qu'on pourrait faire un match de tennis ou un match de football en fait en général, on fait la même chose avec notre PlayStation face à quelqu'un et donc à la fin on a un prix et ces prix montent d'année en année d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Bon, vraie croissance, ce qui explique peut-être aussi cette montée en puissance dans notre pays, en France. Lisa, je disais que les compétitions, elles attirent justement des millions et des millions de spectateurs. Comment on explique aujourd'hui leur succès et quels sont, selon vous, les éléments qui ont quelque part contribué à ce succès, à cette popularité dont Alexandre parlait absolument croissante
croissante? Alors bien évidemment, il y a plusieurs facteurs. Historiquement, déjà, il faut savoir que l'e-sport, ça a commencé dans les années à peu près 1980-1990, tout doucement, hein, forcément, parce qu'il n'y avait pas assez de hardware, les gens n'étaient pas équipés, il n'y avait pas Internet, etc. Donc ça, déjà, c'est un élément qui va expliquer la montée en puissance. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont équipés, qu'avec effectivement Internet et l'accessibilité pour quasi tout le monde, voilà, on a de plus en plus de gens qui jouent en ligne. On a aussi le cloud gaming qui a été mis en place, donc qui permet de pouvoir jouer avec une haute qualité sans avoir un matériel extrêmement puissant et surtout de pouvoir jouer avec le monde entier. Et puis ensuite, ce qui a permis le plus gros essor, c'est d'avoir des figures finalement de l'e-sport qui ont émergé, et ça, les entreprises l'ont bien compris, avec des gamers comme Squeezie, Michou, Inoxtag. Je pense qu'aujourd'hui, même si on ne s'intéresse pas au secteur de l'e-sport et du gaming, c'est quand même des noms qui résonnent et qui d'ailleurs sont même sortis un petit peu du secteur de l'e-sport et qui sont devenus de véritables influenceurs. Si on prend le cas de Michou, en ce moment, on peut le voir pas mal partout dans le métro parisien pour certaines marques. Donc voilà, ce sont devenus de vraies figures et c'est ce qui explique aussi le fait que l'e-sport séduisent de plus en plus. Et effectivement, ça cartonne. Les chiffres d'audience pour la Ligue française de League of Legends, qui est l'un de ces jeux, a été multiplié par 8 depuis son lancement en 2020. Il y a aussi un phénomène croissant où les compétitions d'e-sport sont diffusées sur des chaînes de télévision classiques. Généralement, on les voit aussi diffusées sur Twitch, hein, c'est ça. Maintenant, sur des chaînes de télévision comme celle-ci, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette évolution, Alexandre, elle impacte aussi la perception de l'e-sport en tant que véritable sport dans la culture, dans l'imaginaire populaire aussi que chacun d'entre nous, on peut avoir? Bah, je pense que c'est plutôt, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les jeunes, si on interviewe n'importe quel jeune entre 8 et 25 ans, il va vous dire que l'e-sport est un sport. Maintenant, pour le reste de la population, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que ça passe par, voilà, par, on va dire, des canaux un peu plus classiques, comme peut l'être la télévision ou la radio ou autre. Donc oui, je pense que ça va forcément aider. Et pourquoi pas un jour l'e-sport au JO? Alors, sais pas. justement, vous me devancez, Alexandre, j'allais vous poser la question à tous les deux. Est-ce qu'un jour, on pourrait, ou est-ce qu'on en a déjà parlé, du fait d'avoir l'e-sport aux Jeux Olympiques, Lisa? On a eu la création des Jeux du sport qui, justement, sont un petit peu le pendant des Jeux Olympiques pour le sport et qui se dérouleront en fait de 2025 à 2037 jusqu'à 2037. Il y a la date. Ah, oui. Ouais, en Arabie Saoudite. Donc oui, ça y est, c'est de 2035 à 2025. Donc c'est déjà l'année prochaine. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant toutes ces années? Alors pour l'instant, c'est juste que l'Arabie Saoudite visiblement a été, est le lieu où ça se déroulera. D'accord. Ça sera, alors je n'ai pas les dates exactes. Je ne sais pas si ça sera annuel, si ça sera tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais en tout cas, ça y est, c'est déjà sur les rails. Intéressant. On va suivre ça avec attention. Est-ce que vous comprenez aussi, Alexandre, les critiques de celles et ceux qui justement disent que le e-sport, c'est pas un sport? Franchement, non. On voit les jeux comme League of Legends qui sont des jeux assez complets de stratégie, et en fait l'intérêt de ces jeux-là, c'est aussi de réfléchir. Donc l'e-sport, c'est pas seulement de se mettre devant sa télévision de 8h du soir jusqu'à 5h du matin. C'est souvent le cliché de ceux qui font de l'e-sport. Ce n'est pas forcément le cas pour tous, c'est même la majorité des gens ne font pas ça. Et puis c'est des jeux où il faut savoir jouer en équipe, où il faut savoir réfléchir, où il faut savoir monter des stratégies de la même façon qu'on ferait un sport. D'ailleurs, et vous l'avez dit, hein, Lisa, des entreprises commencent à traiter les joueurs d'e-sport comme des artistes, comme des sportifs. Il y a aussi des enjeux de santé mentale et physique des joueurs. J'ai même vu qu'ils avaient des entraîneurs, des coachs sportifs. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui acte la professionnalisation de cette discipline. Hein. C'est qu'effectivement, depuis 2016 et la mise en place de l'association française d'e-sport, effectivement, il y a eu tout un tas de choses qui ont été mises en place. Comme vous le disiez, des équipes, des entraîneurs, des managers. Et effectivement, il y a un accompagnement au même titre que pour des sportifs, en fait, sur la dimension physique et mentale, puisque forcément l'e-sport, ça a tout de même tendance à un petit peu plus isoler, puisqu'en général ça se fait derrière des écrans, même s'il y a des équipes, ça peut poser des questions. Même si on a des centres d'entraînement maintenant d'e-sport, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec les échecs. Dites-nous. Depuis la nuit des temps, on joue aux échecs. Les joueurs d'échecs sont pour moi des sportifs, en tout cas quand on voit des Magnus Carlsen qui a commencé les échecs à 5 ans et qui roule sur son sport pour le coup depuis des années. Ouais. Cette personne a un entraîneur physique, un entraîneur mental,
Il se prépare, il a des stratégies, donc je pense que c'est à peu près le même fonctionnement. Et moi, ce que j'aime dans l'e-sport, c'est que ça inclut les gens qui sont potentiellement en situation de handicap, parce que on peut venir jouer avec tout le monde. C'est un des rares sports où je peux jouer avec quelqu'un qui est en chaise roulante pour le même sport, pour la même compétition, sans aucune distinction entre les deux. Je trouve ça assez intéressant. Vous parliez aussi tout à l'heure, Alexandre, de la Carmine Corp, une équipe e-sport qui a récemment justement ouvert son propre stade à Évry. Avoir un espace dédié au e-sport, ça change tout dans la pratique, dans l'engouement du public dans ce nouveau type de sport? Ça se professionnalise, oui, en fait, ça va aider forcément à l'engouement. Si un jeune de 8 ans va voir sa mère maintenant et va lui dire « je veux aller à cette arène qui est à Évry », sa mère peut, en l'occurrence, le matérialiser l'e-sport en tant que... Le voir concrètement. Le voir vraiment, voilà. De la même façon que je pourrais aller voir un match de foot. Donc je pense que oui, ça va aider, ça c'est une certitude. Bon, vous irez pour nous et vous nous raconterez? Avec plaisir. Allez, vendu. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Alexandre Nazria, je rappelle que vous êtes expert en nouvelles technologies, un IA, fondateur de Le Croissant AI. C'est toujours un bonheur de vous avoir et notamment aussi aux côtés de Lisa de Bernard, notre chroniqueuse du jour. Merci à vous de nous avoir suivis et puis vous le savez, on se retrouve dès demain, dès 12h30 et toujours sur Scoop TV. D'ici là, passez une très belle journée.